Cette table ronde a pour titre Peut-on combattre l'instabilité financière? Alors, c'est évidemment un thème complètement au cœur de l'actualité. Avec la crise actuelle, on peut se demander comment les banques vont faire face à cette crise. Est-ce que les banques vont tenir? Est-ce qu'une crise bancaire n'est-elle pas possible et qui ajouterait de la crise à la crise? Autant de sujets, évidemment, qui sont d'actualité. Pour débattre de ce thème, j'ai à ma gauche l'économiste Isabelle Coupé-Soubeyran et Gisabelle, pardon, et Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole SA. Je vais vous présenter rapidement les intervenants. Alors, Gisabelle, vous êtes économiste, maîtresse de conférences à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous enseignez l'économie monétaire et financière. Vous dirigez une formation de master professionnel en alternance dédiée au contrôle des risques bancaires et à la conformité. Et en outre, depuis ce mois de septembre, vous êtes conseillère scientifique de l'Institut Veblen qui s'occupe notamment des questions de transition écologique. Je l'ai dit, vous êtes spécialiste des banques et de l'instabilité, de la régulation financière. Vous avez notamment montré que malgré toutes les réformes engagées depuis la crise de 2008, les risques du système financier n'ont pas disparu, loin de là. C'est une étude que vous avez publiée il y a 2 ans. Et récemment, vous avez publié une autre note pour le CEPI. Vous avez montré la fragilité des banques européennes dans la crise actuelle. Les banques, on dit souvent solides, mais vous avez montré qu'il y a des risques et que vous estimez que le non-remboursement d'un crédit sur 5, suffirait à épuiser le niveau actuel des fonds propres. Ça veut dire que les banques n'auraient plus de capital et ne pourraient plus fonctionner, ce qui est quand même un sujet. Un peu plus loin, à ma gauche, Philippe Brassac, vous êtes directeur général de Crédit Agricole SA, c'est-à-dire que vous êtes en fait le principal dirigeant de la 10e Banque mondiale, qui est aussi le premier assureur en France et le premier gestionnaire d'actifs en Europe. Vous êtes né à Nîmes en 1959, vous êtes diplômé de l'ENSAE, et non pas ENARC, polytechnicien, comme beaucoup de vos confrères dirigeants de grandes banques. Et vous avez fait toute votre carrière au Crédit Agricole, d'abord dans le Sud, avant d'entrer en 2003 à la Fédération nationale du Crédit Agricole, d'en devenir le vice-président, puis le secrétaire général en 2010. Vous avez alors défendu une réforme de l'organisation du groupe que vous avez mise en œuvre après votre nomination en 2015 à votre poste actuel. Sous votre direction, le Crédit Agricole a vu sa rentabilité progresser ces dernières années. Les bénéfices de 2019 ont été les plus élevés jamais enregistrés depuis la crise financière de 2008. Et alors, on imagine bien que cette situation ne va pas perdurer, mais dans quelle mesure? C'est la première question qu'on se pose, c'est est-ce que les banques sont fragilisées par la crise sanitaire? Elles le sont, on le voit, mais dans quelle mesure? Est-ce grave, très grave? Est-ce qu'elles vont avoir les reins assez solides pour résister à cette crise sanitaire devenue une crise économique majeure? Et quel serait l'effet d'une crise bancaire qui s'ajouterait donc à la crise économique actuelle? Philippe, vous commencez sur le... Oui, je veux bien, si vous En tant permettez. que banquier, voilà. Alors, avec plaisir. D'abord, je voudrais dire que je suis très heureux de participer pour la première fois à ces printemps de l'économie. C'est via Isabelle donc, que j'ai pu voilà, connaître votre organisation et je trouve que c'est intéressant de venir expliquer, de venir débattre. Il y a sur des questions aussi essentielles que la stabilité du système financier comment dire, beaucoup de questions légitimes. Il y a des convictions qui peuvent être différentes. Et moi, je voudrais juste aujourd'hui essayer de vous expliquer les convictions qui sont les miennes à l'instant et les étayer par quelques raisonnements. D'abord, la question posée qui est est-ce qu'on peut œuvrer, est-ce qu'on doit œuvrer sur plus de stabilité financière? La réponse est oui, il faut le faire et on peut le faire. Dans le temps, ce n'est pas une fatalité d'avoir des systèmes financiers qui soient trop complexes et qui soient finalement difficiles à maîtriser par les autorités de façon générale. Et c'est largement perfectible aujourd'hui, on y reviendra dans un instant. À la question que vous posez aujourd'hui sur est-ce que le système bancaire, au fond, peut résister fondamentalement aux impacts économiques liés par la crise sanitaire, puisque la caractéristique de cette crise, c'est que ce n'est pas une crise économique au départ, mais une crise sanitaire dont les mesures de protection heurtent l'économie. Ma conviction est oui, très largement oui, pour deux types de raisonnements. Le premier, c'est que justement, la crise que nous affrontons aujourd'hui
hélas, dans l'état civil que vous rappelez, qui grosso modo totalise à 38 années de vol, enfin de vol au sens aérien du terme, à l'intérieur du groupe Crédit Agricole, j'ai connu beaucoup de crises, voilà, et notamment financières, ou boursières ou financières. Celle-ci, parce qu'elle est de nature très différente, me laisse penser, et je voudrais m'expliquer sur la formule, que c'est probablement une des plus graves à laquelle nous devrons nous affronter. Impact sur le PIB probablement proche de 9 ou 10% en fin d'année. Et en même temps, probablement la moins complexe que nous ayons à gérer. Parce que c'est une crise sanitaire dont les impacts économiques sont grosso modo liés à des décisions de protection des populations, auxquelles se rajoute au fond l'amplification des comportements, parce qu'il y a des peurs aujourd'hui, notamment liées aux mobilités. Mais normalement, je dis bien en théorie, et c'est très différent par rapport à ce qu'on a connu dans le passé où il y avait des formes de terra incognita. Il y a le début de crise, et quand cette crise sanitaire est finie, normalement, ça s'arrête. En démarrant par une économie qui n'était pas endommagée, et tout le deal, c'est de faire en sorte qu'à l'arrivée, l'économie soit toujours présente, qu'elle puisse se redémarrer. Et donc, on y reviendra peut-être tout à l'heure, je ne vais pas développer, mais je crois que le bridge, le pont qui est en train d'être organisé par les moyens monétaires de façon générale, les moyens financiers de l'État, qui créent de la dette, mais c'est un autre sujet, sont à la hauteur de pouvoir faire ce pontage, qui pour moi est un pontage de l'avant-crise à un après-crise qu'on a du mal à visualiser, mais qui existera. Et ce n'est pas une façon de repousser le risque, c'est une façon de l'enjamber, c'est tout à fait nouveau. Et donc, j'ai une lecture un petit peu décalée, presque à contre-courant, d'une crise qui certes est très grave, et on a des entreprises qui sont dans une situation très difficile, mais au total, au plan macroéconomique, qui est maîtrisable. Et donc, je suis d'abord plutôt optimiste sur la capacité des États aujourd'hui à maîtriser cette crise, avant même, on y reviendra après, de savoir si elle endommagerait gravement les bilans bancaires. Il y a quand même un sujet à venir. Là, on dit que ça va commencer. Ce sont toutes les faillites d'entreprises qui vont impacter vos bilans. Enfin, là, on s'attend quand même à une vague. Beaucoup de PME, d'ETI ne vont malheureusement pas pouvoir résister, malgré et les banques vont subir ces conséquences. Les crédits nous rembourser. C'est-à-dire que je voudrais développer un instant là-dessus. On n'est pas sur les bilans bancaires, mais c'est le plus important. Je pense que ce n'est pas une fatalité. Vraiment, je pense que ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Évidemment, parce qu'il y a ces dispositifs énormes qu'on n'a jamais connus dans le passé, où les États mettent sur la table des centaines de milliards d'euros pour ces pontages-là. Et donc, s'il y a des faillites massives, alors effectivement, ce serait très grave, mais ça veut dire que le plan dont je parle aurait échoué. Et je pense que ce n'est pas une fatalité. Je pense que ce transport, au fond, vers une situation où ça y est, où, au fond, la crise du Covid aurait disparu est réalisable sur le plan macroéconomique. Et à ce jour, je dis c'est réalisable et c'est jouable parce que je prends des dispositifs les plus connus, ce n'est pas le seul, hein, mais les prêts garantis par l'État. Il y a 120 milliards d'euros qui ont d'ores et déjà quasiment été distribués et qui endettent les entreprises pour pouvoir ponter. Ce n'est pas le seul dispositif, mais il est important. Ils ne sont pas remboursables avant un an, il y a 6 années pour les étaler au total. Et à ce jour, dans nos enquêtes de terrain et le Crédit Agricole, on est au moins très représentatif de ce qu'est au fond la France de proximité. On a déjà le sentiment qu'à peu près 2/3 des entreprises rembourseront au bout d'un an. Sur les 120 milliards qui ont été distribués, il y en a à peu près encore 105 ou 110 qui sont dans la trésorerie des entreprises. Pas encore consommés. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas utiles. Je veux dire que le matelas est là pour espérer au moins que ce scénario joué par les politiques qui consiste à passer au-dessus, et certes en laissant de la dette après, mais c'est une autre question, je pense que ce scénario est jouable et pour le coup les banques doivent sans aucune hésitation se mobiliser totalement pour être des acteurs de ces pontages-là. Il y a d'ores et déjà des grandes entreprises aussi, c'était annoncé hier, qui veulent restructurer leurs dettes, c'est-à-dire, enfin, pour parler en termes très, très courants, qui n'arrivent pas à rembourser. Là, on sont bons à Accor Hôtel, enfin voilà, il y a dans les secteurs évidemment les plus sinistrés. Oui, mais une nouvelle fois, et pardon, je ne veux pas être trop long là-dessus, mais je pense que si on voulait décrire rapidement la macroéconomie aujourd'hui, on peut dire que grosso modo 90% de l'économie a ponté au-dessus du confinement. 10%, c'est beaucoup d'entreprises qui peuvent être gravement en difficulté, et notamment par le fait que, hélas, nous sommes dans une deuxième phase de l'épidémie, et pour le coup à durée plus indéterminée. Donc je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui va se passer, mais si le scénario était resté celui que nous connaissions au départ, c'est-à-dire 3 mois enjambés,
ou s'il doit être plus long pour 10% de l'économie, dans tous les cas, je continue à penser que c'est difficile, c'est jouable, c'est dérogatoire. Les États s'endettent énormément pour cela, mais l'économie, à minima, doit être sauvée. En tout cas, massivement, au-delà des cas qui sont importants et dont il ne faut pas sous-estimer la difficulté, mais en même temps, ces quelques gros arbres ne doivent pas cacher, au fond, les forêts des arbres qui vont quand même réussir à traverser cette crise-là. Isabelle, vous êtes partagé cet optimisme ou peut-être un peu moins? Il est normal que Philippe Brassac cherche à être rassurant. Moi, j'ai peut-être un peu plus de distance. Et il ne s'agit pas non plus de jouer les Cassandres, mais je ne vois pas forcément les choses de la même façon. Alors, je partage un certain nombre d'éléments qu'on peut essayer de faire ressortir. Il me semble qu'il y a trois déterminants majeurs, en fait. Trois déterminants majeurs de la situation à venir du secteur bancaire. Le premier déterminant, c'est la durée de cette crise sanitaire. Si cette crise est d'assez courte durée, effectivement, le secteur bancaire arrivera à résister et je pense qu'on évitera la crise bancaire. Si ça dure, eh bien, ce que vous mentionniez, à savoir l'augmentation des faillites d'entreprises et l'accumulation des créances douteuses au bilan des banques, va devenir quelque chose de beaucoup plus problématique. Donc, on voit déjà les créances douteuses augmenter. Alors peut-être que les autorités prudentielles pourront décider d'en différer l'enregistrement au bilan des banques et qu'on ne les verra pas apparaître en temps réel, mais c'est quand même un problème. Et puis, donc il faudra arriver à gérer l'augmentation de ces créances douteuses. Donc si on a l'accumulation de ces créances douteuses, on a un risque réel d'insolvabilité au bilan des banques. Ça a été rappelé tout à l'heure, on a réalisé un travail au CEPI pendant la crise sanitaire pour essayer d'évaluer un peu la capacité de résistance des banques. Et donc évidemment, on met en avant le fait que les bilans bancaires sont plus solides qu'ils ne l'étaient avant la crise financière et ils sont davantage en capacité d'absorber un choc. Mais Philippe Brassac l'a dit, le choc actuel, c'est vraiment un choc inédit. Les réformes n'ont pas été conduites en fait pour que les banques puissent affronter un choc comme celui-ci. Alors certes, les bilans sont un peu plus solides, la capacité d'absorption des pertes est un peu plus grande, 15% de fonds propres en pourcentage des actifs pondérés par les risques, on y reviendra parce que c'est un truc un peu sophistiqué qui donne pas forcément une vision très juste de la capacité d'absorption des pertes. Est-ce que réellement ça suffira? C'est pas certain. En fait, si justement on a une vision plus simple de la capacité de résistance des banques et qu'on regarde simplement la part des fonds propres au bilan des banques, eh bien on l'avait rappelé tout à l'heure, il suffirait qu'un crédit sur 5 ne soit pas remboursé pour que la capacité actuelle d'absorption des pertes des banques disparaisse totalement. Donc ça a quelque chose d'inquiétant. J'ai déroulé un peu dans le désordre mes différents points, mais je disais durée de la crise, quelque chose de déterminant. Efficacité de la relance aussi, évidemment, va être tout à fait déterminante. Et ça va avoir une incidence sur la durée de la crise. Si les plans de relance parviennent véritablement à réamorcer l'activité, on aura moins de faillites d'entreprises, on aura moins de crédits non remboursés et les bilans bancaires auront moins de pertes à absorber. Et puis le troisième point, mais je l'ai déjà un peu évoqué, c'est la solidité en soi des bilans bancaires, les progrès qui ont été réalisés depuis les réformes post-2008, un peu plus de capacité à absorber des pertes, mais suffisamment, ce n'est vraiment pas certain. Et il y a quand même un paradoxe, et je vais terminer sur ce point-là, mais il y a un paradoxe actuel, c'est que tout le monde se félicite
des réformes qui ont été accomplies depuis la crise financière. Tout le monde se félicite notamment de l'accroissement des exigences de fonds propres. Et bien sûr qu'on peut s'en féliciter, mais dans le même temps, personne, ou en tout cas pas grand monde, ne s'inquiète du choix qui a été fait aujourd'hui par les autorités prudentielles de lâcher beaucoup de mou en fait en la matière et de relâcher les exigences de reconstitution des fonds propres s'ils venaient à absorber des pertes. Et bon, ça c'est, je pense qu'on va y revenir dans le fil de la discussion, mais je trouve ça assez paradoxal. Hier, il y avait un tweet très intéressant de Thomas Philippon à ce propos, qui se félicitait des progrès réalisés depuis la crise financière, qui félicitait les régulateurs américains et européens de tout ce qu'ils avaient fait. Oui, on peut s'en féliciter, mais on peut aussi se demander s'ils ont fait assez. Et dans le même temps, je pense que si on s'en félicite, alors il faut s'inquiéter du fait qu'on est en train de commencer à défaire en fait ce filet de protection, ces digues qui ont été installées. Est-ce que vous voulez dire, on a évoqué la possibilité, l'hypothèque d'une crise bancaire, c'est que elle pourrait être déclenchée par cette accumulation de ce que vous appelez des créances douteuses, c'est-à-dire en gros des prêts que les emprunteurs ne remboursent pas, quoi. C'est ça qui pourrait être à l'origine aujourd'hui? Il y a un risque de ce côté-là. C'est un des canaux les plus évidents, hein, c'est-à-dire qu'au bilan des banques, il y a des crédits qui ont été accordés. Et d'ailleurs, ce qu'on attend des banques aujourd'hui, en tout cas ce que les gouvernements attendent des banques, c'est qu'elles participent à l'effort de relance en accordant massivement des crédits. Toute la question, c'est de savoir si ces crédits actuels et les crédits passés pourront être remboursés du fait du carnet de commandes des entreprises qui risque de se vider si la crise sanitaire dure. Et donc, si les banques voient s'accumuler en effet des créances qui ne pourront pas être réalisées, ne pourront pas être honorées, dans ce qu'on appelle des créances douteuses ou des prêts non performants, ça va poser un problème. Et ça, c'est loin d'être le seul risque auquel les banques sont exposées. Donc, si vous voulez, c'est vraiment une façon très minimaliste d'aborder le problème, juste en disant, bien, attention, au niveau il y a un risque lié à l'activité de crédit. Des crédits potentiellement ne seront pas remboursés. Ça va poser un problème. Est-ce que la capacité d'absorption des pertes est suffisante, ne serait-ce que par rapport à ce risque de crédit qui pourrait se réaliser? Après, il y a des risques liés aux activités de marché. Les activités de marché ont peut-être un peu diminué depuis la crise financière de 2007-2008, mais les banques sont restées tout de même très actives sur les marchés. Si les marchés financiers, aujourd'hui, si les marchés boursiers en l'occurrence, sont aussi survoltés, c'est bien sûr parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires financiers qui y interviennent, qui gèrent activement leur portefeuille de titres, et les banques en font partie. Les banques font partie des gros animateurs de marché. Et puis il y a un autre risque auquel les banques sont très exposées pendant la crise sanitaire, c'est le risque opérationnel. Alors c'est un risque un peu fourre-tout, un risque lié au système informatique, un risque de panne informatique, un risque d'attaque, par exemple, sachant que les réseaux informatiques bancaires sont très largement sollicités quand beaucoup de choses aujourd'hui se font à distance. Donc voilà, il y a des risques potentiellement importants, potentiellement rehaussés par cette situation de crise sanitaire. Et toute la question est celle de savoir si les réformes qui ont certes amélioré la solidité des bilans bancaires l'ont fait suffisamment. Voilà. Et il me semble que, en tout cas, moi, ma réponse, c'est plutôt non. Et si on était au-devant d'une crise bancaire, se pose également la question de savoir si les réformes qui ont été menées, au-delà des réformes prudentielles, permettront de gérer la crise bancaire. Parce que en Europe, par exemple, on a fait l'union bancaire avec la mise en place donc d'un volet dit de résolution. Est-ce qu'on saura résoudre les difficultés bancaires si elles arrivent? Sincèrement,
Ce n'est pas sûr, surtout s'il s'agit de difficultés concernant des grands établissements. Donc, bien sûr qu'il y a eu énormément de progrès, il ne s'agit pas de les nier, tant sur le plan prudentiel que sur le plan de cette union bancaire et du volet résolution. Mais est-ce que ça suffira ? Les créanciers prendront un peu les pertes, le fonds de résolution interviendra, mais à hauteur de 50 milliards d'euros. Est-ce que ça suffira, tout ça ? On n'a pas les outils suffisants, oui. Non, je crois que c'est pas... Voilà, exactement. Enfin, c'est pas calibré. Hein, c'est pas calibré. Ça, si vous voulez répondre. Ouais, je rebondis parce que, comment dire, d'abord, il y a au moins un point qu'on va partir d'un constat qui est commun. Il n'y a pas de crise bancaire. Vous parlez du risque de crise bancaire, mais à cet instant, il n'y en a pas. Il y a une crise économique. Et qui est en fait un risque économique lié à la crise. Le raisonnement est correct, mais c'est le diagnostic que je ne partage pas. Je pense que ce risque-là, aujourd'hui, est totalement écarté. Et vous disiez, bon, j'essaie d'être rassurant, je vous assure que je suis serein. Voilà, évidemment, vous pouvez penser que c'est mon rôle d'être rassurant, ça l'est sans doute aussi, mais je suis réellement serein. Et je le suis parce que fondamentalement, évidemment, si on explique que... C'est pour ça que je parlais du scénario économique. Si toute l'économie s'effondre, je ne vous raconte pas de blague, le système bancaire aussi. Mais la question, c'est est-ce que l'économie va surmonter cette phase-là ? Moi, je pense que c'est parfaitement jouable. Et est-ce qu'à la fin, on sera endommagé au point que 20% ou 25% de l'économie soit par terre ? Mais je n'y crois pas un instant. Alors, ceci étant, je donne des chiffres parce que, effectivement, tout est affaire non pas de conviction, mais au fond de prédiction et d'appréciation. Dans les plus graves crises que nous avons eu à gérer, il y en a eu dans le passé, pas de cette nature-là. Mais dans les banques françaises, quand nous avions des taux de douteux litigieux autour de 10%, ce fut le maximum, et des taux de perte autour de 4 ou 5%, ce fut le maximum. C'est-à-dire que pour aller perdre 20% de vos crédits, il faudrait que ça soit 5 fois plus grave ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Et quand vous prenez les établissements bancaires, dont le mien, que je connais bien, il faut que vous ayez en tête des ordres de grandeur. Aujourd'hui, le groupe Crédit Agricole a de côté, pour faire face au risque, 20 milliards de provisions. Et il a un peu plus de 100 milliards de fonds propres. C'est ça les ordres de grandeur. Sur des crédits à l'économie, nous portons autour de 800 à 900 milliards d'euros au total. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, qui ne prédit pas le futur, mais un peu, au premier semestre de cette année, dans un environnement très soutenu par les dispositifs publics, c'est une réalité, nous sommes obligés de constater dans nos bilans, pas simplement le niveau des risques, qui est en réalité faible aujourd'hui, parce que l'économie est soutenue, mais du fait de normes très complexes, qui s'appellent les IFRS 9, toutes les anticipations que nous voyons sur le futur des variations de croissance économique sur nos comptes tout de suite. Et qu'est-ce que vous pouvez voir en moyenne dans les établissements bancaires français aujourd'hui au premier semestre ? Et je n'ai pas le droit de donner la moindre information sur le troisième trimestre, mais je pense que chacun comprendra dans mes propos qu'on va être dans une grande stabilité. Vous voyez des établissements bancaires qui ont vu leur coût du risque augmenter de 2 à 3 fois plus. Vous pouvez expliquer pour C'est-à-dire, au fond, les pertes que nous prenons, il y en a très peu. Parce que dans l'économie, il y a tout le temps des pertes ou des provisions à faire. Donc, ce coût du risque crédit a été multiplié par 2 à 3, mais par rapport, il faut le rappeler, à un trend depuis 10 ans où le coût du risque n'a cessé de baisser jusqu'à un niveau très très bas. Et donc, nous sommes dans un système bancaire qui au moins part d'une situation où le coût du risque était très très bas et ça permet au fond d'avoir plus de marge de manœuvre. Et en ayant multiplié nos provisions par 2 ou par 3 au premier semestre de façon très prudente, parce qu'en réalité aujourd'hui le risque n'est pas né, il peut naître plus tard. Vous avez grosso modo la plupart des établissements de crédit en France qui ont continué, qui ont maintenu ce qu'on appelle leur ratio de solvabilité, c'est-à-dire leur quantité de fonds propres divisée par le risque, voire l'ont légèrement accru. Et je voudrais rappeler quelque chose en termes de mécanisme, parce que c'est sûr que dans tout raisonnement, à la fin, il peut manquer des fonds propres. Je ne peux pas contester ce raisonnement-là. Mais là encore, je vais prendre mes chiffres, parce que je le connais bien. La solvabilité du groupe Crédit Agricole, c'est 16%. C'est-à-dire, grosso modo, 16 de fonds propres, % de risque. Vous ne pouvez pas arriver à 100%. Il faut une quantité statistique pour affronter les risques. Les minimums pour le groupe Crédit Agricole, c'est autour de 8%, le minimum réglementaire. Pour passer de 16 à 8, il faudrait une gigantesque crise de non-remboursement sur nos crédits
pour que réellement nous mangions déjà notre excès prudentiel qui ne nous est pas imposé. Mais je rajoute une deuxième question qui est rarement abordée, pour le coup, c'est que, et ça a été une discussion avec M. Enria au SSM qui, je pense, du coup, doit en tenir compte, et en tient compte, c'est que ces matelas de fonds propres imposés, disons 8% minimum pour le groupe Crédit Agricole, il faut bien qu'ils soient utilisables un jour. C'est-à-dire que si on considère que c'est un minimum, et souvent c'est comme ça, à partir duquel, si vous avez consommé vos fonds propres, à partir de là vous êtes en crise, ça veut dire que les matelas ne servent à rien. Ils sont durs comme du béton. Et dans la crise de 2008, aucune banque française n'est allée toucher ses fonds propres minimales. C'est parce qu'on était limite qu'on a considéré qu'il y avait d'une certaine façon une tension sur les systèmes. Et il y a quelque chose de paradoxal. Alors je ne peux pas nier, Isabelle a raison, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas considérer qu'il puisse y avoir des établissements qui ont suffisamment de fonds propres pour faire face au fait que l'économie s'effondre et qu'il y a vraiment beaucoup trop de crédits qui ne soient pas remboursés. Mais moi, je trouve qu'une de nos protections, qui est assez bizarrement oubliée, ce sont les matelas qu'on exige de nous, mais pour le coup qu'il faudrait rendre utilisables en cas de crise. Et je voudrais juste pointer, pardon d'être trop long là-dessus, c'est que effectivement, en début de crise, de façon plutôt symbolique qu'utilitaire, le superviseur a dit on va diminuer un peu le capital requirement, c'est-à-dire le minimum exigible, pour permettre aux banques de prêter largement. Je trouve que c'était une mesure symbolique, mais finalement qui était un peu destructive, parce que ça donnait l'impression qu'on en avait besoin. Je reprends le groupe Crédit Agricole et je peux vous assurer que la chose est à peu près comparable dans tous les établissements en France. Nous avons 16% de solvabilité, le minimum requis est 8%, et on nous a dit vous pouvez temporairement être à 7,6, mais ça ne nous sert strictement à rien. On est dans la symbolique à cet instant-là. Et c'était plutôt dans l'idée de considérer que le superviseur se mettait lui aussi dans une situation au fond où tout est fait pour que les systèmes bancaires puissent répondre au financement. Je pense vraiment, c'est ma conviction pour l'expérience que j'en ai et les statistiques que je vois, que cette crise économique est surmontable et que même si elle endommage significativement l'économie, ce que je ne souhaite pas, le système bancaire a largement aujourd'hui la capacité de l'absorber sur son capital excédentaire, même pas sur ses minimums. Et si jamais ce n'était pas le cas, alors pour le coup, j'espère qu'il y aura un peu de sagesse dans le système pour dire que plutôt que de toujours nous demander des matelas supplémentaires, que de temps en temps, on les utilise, sinon on est complètement en contre-cycle. Quand on évoque les crises bancaires comme on le fait là, il y a toujours la question du too big to fail. Les banques trop grosses qui sont tellement importantes dans le système qu'on peut même pas les mettre en faillite. Et les États doivent les renflouer, ce qui poserait un problème aujourd'hui vu l'endettement des États et vu l'ampleur de la crise. Alors la question c'est est-ce que les banques étaient pas déjà trop grosses avant la crise, et alors qu'on voit maintenant se dessiner un mouvement il y a des bruits autour de ça, de consolidation, c'est-à-dire de banques qui veulent racheter d'autres. Les banques ont envie de grossir aujourd'hui. Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce qu'on va vers le too big to fail? Est-ce que ça ne pourrait pas être un danger supplémentaire pour la stabilité financière? Isabelle, autour de... Oui, il y a un petit peu, je dirais, de schizophrénie en fait autour du sujet des banques too big to fail ou des banques systémiques, dans la mesure où depuis la crise financière de 2007-2008, on a pris conscience du problème que posent des grandes banques. D'accord, des grandes banques systémiques, et on a depuis cette crise renforcé l'identification, les moyens d'identifier et la surveillance de ces établissements. Il y a une institution qui s'appelle le Financial Stability Board qui s'applique chaque année à dresser une liste des banques systémiques. Il y en a une trentaine. Depuis qu'elle le fait, depuis 2011, il y en a toujours autant. Il y a à peu près une moitié de banques européennes, une petite moitié de banques européennes dans cette liste de banques systémiques, pas mal de banques américaines, et puis de plus en plus des banques chinoises.
D'accord. Et vous voyez, d'un côté, donc il y a cette attention renforcée à l'égard des établissements bancaires systémiques. On a réalisé que lorsque ces établissements, de par leur taille, de par la complexité de leur activité, de par l'internationalisation de leur activité, il y a un certain nombre de critères qui les permettent de les identifier comme des établissements systémiques. Bon, on a réalisé que quand ces établissements tombent, il est très compliqué en fait évidemment de les laisser tomber parce qu'ils peuvent entraîner tout le secteur dans leur chute, et ce sont donc des établissements dont il faut renforcer la surveillance. Mais qu'a-t-on fait en fait depuis la crise, au-delà de cette meilleure identification des établissements systémiques? On a simplement dit, eh bien, ces grands établissements, il faut les soumettre à des petites surcharges de fonds propres parce qu'on sait en fait qu'ils sont relativement moins capitalisés que des établissements de moindre taille. Quand on regarde en effet les coussins d'absorption de perte des banques systémiques, eh bien, la moyenne pour le coussin exprimé par rapport aux actifs risqués, comme le mentionnait Philippe Brassac tout à l'heure, c'est autour de 15%. Et donc le groupe Crédit Agricole, qui est un groupe systémique, qui fait partie de la liste, est un peu au-dessus, d'accord, de cette moyenne. Et il est normalement astreint à une surcharge de fonds propres. Mais la plupart des établissements systémiques, en fait, sont relativement moins capitalisés que des plus petits. C'est-à-dire que pour les grandes banques systémiques, généralement, on est plutôt en dessous des 15%. Et justement, à ce propos de la solvabilité de ces groupes, regardez la capacité d'absorption de ces groupes à partir du ratio de fonds propres pondéré, c'est-à-dire rapporté au coût du risque, rapporté aux actifs pondérés par les risques. Certes, ça donne une idée, mais je disais tout à l'heure, en fait, ça donne une idée un peu compliquée, si vous voulez, de cette capacité d'absorption. Pourquoi? Parce que qui mesure les risques? Eh bien, ce sont ces grands établissements eux-mêmes, avec les modèles internes qu'ils utilisent. À la fin de l'année 2017, le comité de Bâle a fait signer un accord pour finaliser Bâle 3 et encadrer un petit peu plus l'usage de ces... Une nouvelle réglementation internationale. Voilà, de l'usage de ces modèles internes. Du fait de la crise sanitaire, eh bien, la transposition de cet accord a été retardée. Peut-être d'ailleurs que du fait de la crise sanitaire, eh bien, on ne finalisera jamais finalement ces accords de Bâle 3. En tout cas, on ne les transposera jamais. Et c'est un problème parce que on a une vision un peu faussée de la capacité d'absorption des pertes. Si on prend juste un ratio plus simple, le ratio de levier. Alors, je ne sais pas exactement à combien se situe le ratio de levier du Crédit Agricole, mais en moyenne, pour les banques, c'est à peu près 5%. Tout à l'heure, Philippe Brassac nous disait, dans les grandes crises, on a au maximum 4 à 5% de pertes. Ben moi, si je mesure la capacité d'absorption des pertes des banques à l'aune, non pas d'un ratio compliqué comme le ratio pondéré, mais simplement à l'aune de ce ratio de levier, je prends la part des fonds propres, je ramène ça au total du bilan bancaire, je me dis, bah voilà, il y a à peu près 5% de fonds propres au bilan des banques. Vous me dites que en cas de crise importante, il y a 4 à 5% de pertes. Eh bien, je dis, ces 4 à 5% de pertes suffisent en fait à épuiser les fonds propres. Vous dites en fait, on n'a pas pris la mesure du risque que font peser les trop grosses banques, en fait. Pour exactement. Très simplement. Et juste pour finir sur le point de schizophrénie, c'est que d'un côté, on a pris conscience de la systémicité des établissements, et donc le FSB s'en occupe, mais d'un autre côté, que nous disent nos gouvernants, et que dit d'ailleurs aussi la Banque Centrale Européenne dans un récent rapport sur la consolidation, qu'il faut continuer de consolider. Alors, et consolider, ça ne veut pas dire rendre plus solide, hein, pour ceux qui nous écoutent en l'occurrence, ça veut dire faire grossir les établissements bancaires, encourager les établissements bancaires européens qui sont déjà très gros, les encourager à grossir davantage. Encourager, par exemple, eh bien, la Société Générale à fusionner avec BNP Paribas pour devenir le premier grand groupe mondial qui damerait le pion à JP Morgan, qui est en tête de liste du FSB.
je pense qu'il y a vraiment de la schizophrénie là. Philippe Grassac, vous avez l'intention de racheter non, mais européen ou... je vais être dans la provocation. En fait, je suis assez d'accord avec Isabelle. Oui, c'est provoquant. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout un sponsor de la consolidation. Alors, vous allez me dire que vous êtes déjà la 10e banque au monde en termes de taille, et c'est à peu près normal. Mais je ne suis pas sûr que la taille soit un aussi gros problème que ça. Par contre, je pense qu'on a un problème de complexité en fait, des systèmes financiers qu'à minima, il faut œuvrer pour désystémiser, pour repérimétrer, pour rendre ces systèmes plus maîtrisables parce qu'ils sont parfois plus à la main d'autorités, en tout cas d'autorités nationales. Et donc, je pense que le mouvement de consolidation aujourd'hui est un peu à compte courant. Je le dis comme je le pense. Je pense qu'il faut sécuriser les choses. Mais assez curieusement, j'ai d'ailleurs vécu de 2010, enfin de la crise de 2008 jusqu'en 2016, sur le too big to fail, c'est-à-dire on nous demandait de nous rapetir, puis maintenant on nous demande de nous consolider. C'est plus que une schizophrénie, c'est un changement de pied total. Non, je pense qu'en réalité, aujourd'hui, il y a un phénomène de consolidation tel que je le lis, je reviendrai sur les 4 ou 5% tout à l'heure, mais qui n'est pas lié à la fragilité des établissements, qui est lié à leur manque de profitabilité. Et je ne vais pas nous chercher des excuses, mais quand même, il faut comprendre que c'est compliqué pour nous parce qu'il y a un équilibre à trouver. Plus vous mettez d'exigences prudentielles, au-delà des phénomènes concurrentiels qui sont normaux, plus il faut fabriquer des fonds propres que vous allez conserver, plus il faut élever votre profitabilité. J'estime à peu près, prenez ça à la louche, que pour fabriquer les fonds propres nécessaires au développement qui est le nôtre, au crédit que nous avons accordé, il faut atteindre une profitabilité de moins 10% aujourd'hui. C'est 10%, des fonds propres. Et donc ça se mord la queue, entre guillemets, puisque sinon vous n'arrivez pas à fabriquer les fonds propres qui vous permettent de maintenir votre solidité, ou aussi critiquable soit-elle quant à ces concepts. Et 10%, tout le monde n'y arrive plus. Voilà. On est à 5 ou 6 en France. Hein. 2019, vous avez fait le plaisir de citer le Crédit Agricole comme dans ses plus gros résultats historiques. On était à 11,9%, nous, le Crédit Agricole, en France. Bien au-devant des autres. Au passage, j'en profite pour dire que si on a fait nos résultats historiques, c'est aussi parce qu'on est le premier contributeur fiscal et social en France. Ça va avec. Mais sur la consolidation de tout ceci, moi je pense qu'effectivement il y a un problème de profitabilité qui n'est pas traitable par les établissements dans un univers de taux qui est très très bas. Et en fait, il y a des consolidations pour efficacité, c'est-à-dire pour partager beaucoup plus les coûts fixes, auxquels se rajoute un phénomène d'opportunisme que je ne commente pas au-delà, mais que j'explique, c'est que, on y reviendra peut-être tout à l'heure, avec des valeurs boursières très très basses, vous avez des établissements qui ne sont pas en difficulté. On parle, par exemple, je ne vais pas les citer, mais on parle d'établissements en Italie qui devraient soi-disant consolider. Leur niveau de solvabilité, au moins comparativement aux autres, est très bon. Sauf que, comme leur valeur boursière est à peu près de 0,15 ou 0,2 fois, c'est le cas de la banque que vous citiez tout à l'heure en France, leur vraie valeur du book, ça veut dire que si vous les achetez un, en fait, vous avez 5 de fonds propres, que les comptables appellent le badwill. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez acheté un, non pas quelque chose qui pourrait vouloir 5, mais qui a 5 de fonds propres. Et donc, je pense qu'on assiste à un phénomène de consolidation d'opportunités financières entre établissements, entre eux. Voilà, moi, je dis, c'est une conviction personnelle, je ne plaide pas pour changer la face du monde, mais je pense qu'effectivement, à certains moments, mais plutôt en régime courant, il y a parfois besoin de consolider, parce que si vous êtes trop petit, c'est compliqué. Mais le moment de consolidation qu'on voit apparaître aujourd'hui, je trouve qu'il est à contre-courant de tout ce qu'on s'est dit depuis des années sur une meilleure maîtrise des systèmes, et qui est plutôt dû à des mauvaises raisons qu'à celle du raisonnement que si vous êtes plus gros, vous êtes plus solide. Je dis juste, pardon, Isabelle, pour vous contrarier, c'est que les 4 à 5% que je citais, et je reviendrai tout à l'heure, c'est sur nos risques pondérés, c'est-à-dire que pour le coup, c'est bien, sur les mêmes calculs que je faisais, c'est un 16% qui se compare aux 5%, et donc nous ne perdons pas 5% de notre bilan, mais 5% des risques pondérés. Et si vous me permettez une seule seconde de pédagogie supplémentaire là-dessus, je sais que vous êtes une tenante du ratio de levier américain, c'est-à-dire au fond, eux, les risques, ils disent j'ai 100 de crédit, ça compte 100. Voilà. Et donc il me faut 5 de fonds propres par rapport à ça. Nous, en France, on dit que si j'ai fait 100 de crédit, je vais le compter par exemple que pour 20 ou 25,
parce qu'avec des modèles internes, je calcule que statistiquement, il n'y a pas plus de risque là-dessus. Et vous avez raison de pointer cet écart-là. C'est plus compliqué chez nous, je pense que c'est plus sûr, mais c'est plus compliqué. Mais l'énorme écart entre les deux, et là, il faut choisir son modèle, c'est qu'eux, ils mettent tout leur crédit immobilier sur les marchés, pas dans leur bilan, et qu'en réalité, le crédit immobilier en France, on peut largement démontrer avec une grande sécurité que lorsqu'on fait 100 de crédit, en moyenne, dans le pire des cas, vous prenez 20 de risque. Et c'est pour ça que nous avons des modèles internes qui tiennent compte de cela. Et si on ne veut pas le retenir, donc aller vers les modèles d'évaluation américains, alors il faudra sortir nos crédits de nos bilans. C'est-à-dire ne plus faire que dans nos bilans ce crédit immobilier très long, taux fixe, et plutôt l'envoyer comme les Américains sur le marché et le titriser, ce qui, me semble-t-il, n'est pas souhaitable. Je crois qu'il va falloir avancer parce que le temps passe vite. On voulait aborder la question de la réglementation. Est-ce que effectivement les banques sont de plus en plus régulées, comme on dit, mais est-ce que cette réglementation, elle ne tombe pas à côté de la plaque? Est-ce qu'elle est bien ajustée? Est-ce qu'il en faudrait plus, moins? Isabelle? Bon, on a déjà un petit peu répondu à la question, c'est-à-dire que les réformes qui ont été réalisées après la crise de 2007-2008 ont permis, en effet, de renforcer les règles, d'accord, de renforcer essentiellement d'ailleurs des règles prudentielles, de renforcer les exigences de fonds propres, d'introduire des exigences de liquidité. Est-ce qu'on en a trop fait? Moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'on n'en a pas fait assez, mais cela étant, et peut-être que sur ce point on se rejoindra avec Philippe Brassac, il me semble, si vous voulez, que malheureusement, avec ces réformes, on est allé en fait dans la surenchère à la complexité. Et ça, c'est quand même une tendance de fond, c'est-à-dire que les régulateurs ont tendance à répondre à la complexité croissante du système financier par la complexité croissante des règles qu'ils introduisent. Et si d'ailleurs j'ai tendance à penser sur la base des travaux universitaires que le ratio de levier, qu'un ratio simple de fonds propres est un meilleur indicateur de la solvabilité des banques qu'un ratio pondéré, c'est précisément parce que c'est un instrument plus simple. Et il me semble que le régulateur devrait veiller davantage à la simplicité de ces règles, parce que lorsque les règles sont sophistiquées, comme l'est par exemple un ratio pondéré dont on a beaucoup parlé jusqu'à présent, eh bien la règle est plus facilement optimisable, d'accord, plus facilement contournable. On sait que les modèles internes permettent assez largement d'optimiser la contrainte. Donc je pense, si vous voulez, qu'il y a eu sans doute une complexité trop grande de ces règles prudentielles. Donc d'un côté, on a en fond une insuffisance, une contrainte insuffisante, une contrainte qui est trop faible, mais en même temps une sophistication des règles trop importantes. Et peut-être au fond que les deux vont de pair. C'est-à-dire que si on avait des règles plus simples, peut-être qu'on arriverait à élever véritablement le niveau de contrainte. Je crois que Philippe Brassac, vous voulez parler aussi de cette complexité avec une oui, mais règle, voilà, je partage au moins, comment dire, le diagnostic, l'intention. Comme vous, je pense qu'on a un énorme besoin de remaîtrise du système qui est complexe, sur lequel les normes comptables rajoutent leur propre couche. Je suis stupéfait de nous laisser envahir par les normes IFRS qui sont américaines et qu'ils n'appliquent pas, et auxquelles on ne comprend rien en termes de lisibilité. Alors, évidemment, si ceci est rapporté à mes superviseurs, ils vont me faire réviser, au fond, comment dire, mes compétences de base, mais en fait, ça ne donne pas de lisibilité directe des choses fondamentalement. Et je pense toujours que ce qu'il fallait faire et qu'il faut continuer à faire après les crises que nous avons vécues, c'est accepter de désystémiser, de simplifier, quitte évidemment à perdre en profit. Il y a toujours un prix à ceci, et non pas d'accompagner la complexité par des règles en capital supplémentaires, au fond, de toujours la tolérer. Si on peut projeter le graphique, le seul graphique que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui, ça me permet juste de faire comprendre à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui pourquoi il faut considérer que le système financier est aujourd'hui toujours très intriqué. Le graphique va paraître compliqué. En fait, c'est une énorme caricature de la sophistication des systèmes. Vous avez en haut, alors à droite, tout ce qui a une capacité d'épargne sur la planète.
Et de l'autre côté, tout ce qui a un besoin de financement. J'ai radicalement simplifié le tableau. La partie haute, le système bancaire, la partie basse, ce qu'on appelle les marchés, de façon parfois d'ailleurs un petit peu mystérieuse, le marché. Les banques, j'allais dire, c'est pas compliqué à décrire, c'est assez vrai. Je passe sur les fonds propres nécessaires pour les immobilisations et participations. Grosso modo, on accueille de l'épargne à notre bilan, les dépôts à vue, les dépôts à terme, les comptes livrés, l'épargne bilancielle, voilà, classique, qu'on connaît bien. Et avec cette épargne, dont chacun des clients ne connaît pas la destination, parce que c'est fondu, on fait des crédits à l'économie, aux particuliers, aux professionnels, aux entreprises, etc. Il se trouve qu'en France, structurellement, on n'a pas assez d'épargne bilancielle par rapport au crédit qu'on fait à l'économie. Et donc, vous voyez un petit carré qui s'appelle ressources de marché. Nous allons sans arrêt emprunter sur le marché financier pour compléter nos bilans et faire ces crédits à l'économie. Pour juste compliquer le tableau, mais c'est important, comme l'actif égale le passif à tout instant, en réalité, à tout instant, nous sommes emprunteurs de ressources de marché et nous sommes placeurs. D'où ce petit retour des placements sur le marché. Les proportions ne sont évidemment pas respectées sur ce tableau. Et du coup, vous avez un lien permanent tous les jours avec ce qu'on va appeler le marché financier, où vous avez cette fois-ci de l'épargne collective confiée par des clients particuliers ou entreprises sous forme d'assurance vie, d'OPCVM, avec les asset managers, de fonds de pension, les PEA, enfin tout ce qui est géré par des professionnels, qui va financer quoi? Des dettes d'État, des obligations d'entreprise, des actions, des projets, des infrastructures, des actifs comme des aéronefs ou des bateaux. Et cette finance de marché, la grande différence, c'est que l'épargnant, en tout cas représenté par son gestionnaire, choisit les financements qu'il va faire. C'est du gré à gré. S'il y a une perte, on sait exactement qui c'est qui va la prendre de l'autre côté. Et déjà, je voudrais juste souligner que le système bancaire est lié au système financier de façon permanente, que rien que dans ces petits allers-retours, parce que le marché monétaire tout court qui est décrit par les ressources de marché, placement, ce marché n'existe plus depuis la crise 2008, on fait ça sous forme d'échange de titres, ça s'appelle le marché de repo, reverse repo, c'est énorme, et effectivement, dès qu'il y a du business, c'est optimisé. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui essaient de maximiser nos positions. Et là, supposer que ce soit le groupe Crédit Agricole, qui d'ailleurs n'existe pas comme ça, parce que nous avons des centaines d'établissements de crédit, il faut que vous compreniez que c'est connecté à la plupart des autres systèmes financiers du monde. Et en vous montrant cela, je veux juste dire que nous sommes nombreux, ou au moins quelques-uns, j'en fais partie, qui pensent qu'on a vraiment besoin d'organismes de stabilisation financière qui apportent de la remaîtrisabilité, quitte à ce que c'est un coût en termes de moindre activité, et non pas d'organismes qui nous rajoutent des contraintes en capital, des contraintes en liquidité ou des contraintes finalement en modèle interne très sophistiqué pour au fond faire avec la complexité. Et là où je suis d'accord avec Isabelle, c'est que je pense que depuis maintenant 8 ou 10 ans, on a à peu près gardé les mêmes modèles en demandant plus de capital et plus de liquidité, mais avec le même niveau de sophistication et de complexité. Et donc, à titre personnel, je pense qu'il faut plus de réglementation pour désystémiser. Et parfois, et c'est pour ça qu'on est souvent critiqué ou mal compris de temps en temps, on dit mais en termes de réglementation, ça va trop loin. Non pas dans ce sens-là, mais en termes de quantité. Je prends qu'un exemple, je m'arrête là-dessus. Les prêts participatifs que faisaient les banques par leur bilan, dont on a besoin aujourd'hui vis-à-vis d'entreprises, sont tellement surpesés en termes de ratio prudentiel par BAL 3 qu'ils ont disparu. Les banques ne font plus pour de prêts participatifs. Et du coup, comme l'État veut en remettre en place tout début 2021 pour les entreprises, l'État va venir bonifier le système. Il va mettre 2 milliards d'euros dans le système pour que ces prêts ne soient pas trop coûteux pour les entrepreneurs et qu'ils puissent séduire des ressources de l'autre côté. Donc, il faut accepter que dans le débat, on n'est pas toujours compris, puis on n'est pas toujours habile, nous, en termes de communication, il y a à la fois ce besoin de plus de réglementation, pour plus de maîtrise, et parfois savoir dénoncer que dans certaines réglementations, ça va trop loin, parce que ça endommage notre capacité à financer, ça endommage notre capacité à prendre des risques. Est-ce que je peux réagir rapidement à cette représentation? Moi, je trouve très intéressant, en effet, d'avoir une représentation qui permet de montrer que les banques sont des intermédiaires financiers très actifs sur les marchés.
D'accord ? Et il y a véritablement cette intrication entre l'intermédiation bancaire et les marchés. Et au fond, les systèmes financiers aujourd'hui, c'est beaucoup d'intermédiation de marché. Mais je ferai quand même deux remarques. La première remarque, c'est que le bilan bancaire est fongible. Et donc, les traits qui séparent les fonds propres, l'épargne de bilan, les ressources de marché, et puis même chose de l'autre côté, ces traits, au fond, je ne sais pas s'ils existent vraiment. C'est plutôt des pointillés. Et attention, notamment à la façon de se représenter les fonds propres. Les fonds propres, c'est pas une ressource mise de côté comme ça au bilan des banques et à laquelle on ne toucherait pas. En fait, les fonds propres ont une contrepartie à l'actif, on ne sait pas laquelle, mais en fait, ce sont des ressources. Ce ne sont pas des ressources immobilisées, placées dans un coffre, c'est vraiment des ressources utilisées. Et le propre des fonds propres, si je puis dire, c'est d'être des ressources qui sont non remboursables, et c'est pour ça que ça permet d'absorber les pertes. Et puis, deuxième observation, les banques ne sont pas que de simples intermédiaires financiers entre des capacités d'épargne et puis des besoins de financement. Elles ont aussi un pouvoir de création monétaire qu'on a souvent du mal à appréhender, que l'on tait, et qui fait que c'est pas forcément, si vous voulez, l'épargne de bilan qui va qui va permettre la distribution de crédits à l'économie. Ce sont aussi les crédits qui font les dépôts. D'accord ? En fait, qui font de l'épargne pour les clients. Le graphique est correct, mais il y a ce lien qui n'est pas représenté, vous avez raison. C'est-à-dire qu'avec des crédits, vous pouvez par exemple conforter de l'épargne monétaire d'entreprise qui vient être replacée au passif. Mais vous avez raison sur cette remarque-là. Comme sur la première, effectivement, le passif est fongible dans le bilan des banques. Sur cette question de la complexité, il y avait une question d'un auditeur sur, effectivement, on parle des risques bancaires, mais est-ce que le risque ne peut pas venir de la finance non bancaire, le fameux shadow banking, etc. C'est pour ça que, moi, à la fois, je veux vous dire, la finance est complexe. Voilà. Et comme elle est naturellement soumise aux lois de concurrence, elle est optimisée. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Et en même temps, il faut démystifier pas mal de choses qu'on appelle la finance non bancaire ou la finance de marché. C'est fondamentalement celle qui gère de l'épargne collective pour la rencontrer directement des besoins de financement. Tout ceci est caricatural, mais ce sont les fondamentaux. On a autant besoin de finances bancaires que de finances de marché. Et dans toutes les grandes économies du monde, avec des proportions différentes, vous avez une part de ceux qui en haut et une part de ceux qui en bas. Voilà. Et donc, bien sûr, les risques peuvent venir d'un peu partout, mais il est certain, pour revenir à cette question, qu'il y a plutôt eu une inflation forte de réglementation sur les bilans des banques ces dernières années, assez ou pas, c'est un autre débat, et pas beaucoup sur la partie, au fond, qui n'est pas couverte directement par les superviseurs bancaires. Oui, alors, en effet, la question qui est posée, elle fait directement référence à l'essor de ce qu'on a appelé le shadow banking, des intermédiaires financiers non bancaires, mais amenés à réaliser des opérations proches de celles des banques, à porter des risques bancaires sans être encadrés comme les banques. Et Philippe Brassac a raison, l'effort de réglementation post-crise financière, eh bien, c'est un effort qui s'est quand même assez largement concentré sur les banques, qui a porté un petit peu sur certains pans de marché, notamment sur les marchés de produits dérivés que l'on a cherché à réorganiser en y introduisant des chambres de compensation. Mais c'est vrai que l'effort a très peu porté, en fait, sur des intermédiaires financiers non bancaires. Et alors, on peut le regretter. Ce qu'on peut regretter encore plus, me semble-t-il, c'est surtout que le régulateur n'ait pas cherché à défaire les liens forts qu'il y a entre les banques et les non-banques et les acteurs du shadow banking. Parce que souvent on entend, on entend de la part des représentants du secteur bancaire que le renforcement de la réglementation aurait au fond surtout intensifié les transferts de risques des banques vers les intermédiaires financiers non bancaires, donc vers des shadow banks. C'est pas une fatalité, ça. C'est-à-dire que on pourrait empêcher ces transferts de risques si les liens entre banques et shadow bank étaient davantage défaits. Étaient contrôlés, défaits, oui. Alors là, on a parlé de réglementation. Les banques sont très réglementées. Elles sont solides en France. Vous avez souligné Philippe Brassac. Et malgré ça, en France et en Europe, enfin, surtout en France,
elles n'ont pas vraiment la cote en bourse. Là, si on voit l'évolution du CAC 40 depuis le début de l'année, si on prend le palmarès des plus fortes baisses, eh ben, on trouve d'abord Unibail, on voit la crise immobilière, et après Société Générale, Airbus, Renault et Crédit Agricole. Comment expliquez-vous, malgré le discours assez rassurant, de cette inquiétude visiblement de la bourse qui se Alors traduit? d'abord, je vais quand même défendre mon établissement. D'abord parce que nous, on partait de plus haut. C'est-à-dire que si maintenant vous le prenez en valeur absolue, c'est-à-dire le ranking des banques, leur valeur boursière par rapport à leur actif net, nous sommes tous maltraités en dessous de 1, en dessous de notre vraie valeur d'actif net, mais le Crédit Agricole est la première banque cotée dans ce classement-là. Mais peu importe, la question c'est qu'effectivement, on voit pas spécialement en France. On a la même chose en Espagne, en Allemagne, en Italie, dans tous les pays de la zone euro en tout cas. On voit un système bancaire qui est sous-valorisé et qui déclenche d'ailleurs des phénomènes de consolidation parce que vous pouvez acheter un, c'est qu'il y a 5 de fonds propres, pour faire simple. Difficile de donner des explications à tout ceci, mais il y en a une première qui est générale, qui est systémique. Vous avez une Europe et une zone euro qui est dans la crise, comme tout le monde, crise économique liée à la crise du Covid. Et quand même avec une zone euro et une Europe qui n'est pas réputée comme étant la plus stabilisée et la plus dynamique sur le point de la construction politique. Ça fait quand même maintenant une bonne décennie sur laquelle toute la planète s'interroge sur la dynamique de cette zone-là en tant que telle. Et comme en France notamment, mais en Europe c'est à peu près, mais en France vous avez surtout des banques universelles, en fait, nous sommes l'entonnoir et le réceptacle de toute l'économie. Si nous étions spécialisés sur telle ou telle activité, on pourrait toujours espérer être sur un secteur qui tire bien. Mais je prends le Crédit Agricole, on est grosso modo partout et pour tous. Et donc, s'il y a un énorme doute, au moins un questionnement général sur l'avenir proche, parce qu'en bourse, c'est que l'avenir proche qui compte, c'est pas le long terme. C'est grosso modo, dès demain, est-ce que mon investissement a été valable ou pas? Eh bien, nous sommes de toute façon l'entonnoir de, à minima, tous les effets d'attente et au pire, les effets d'inquiétude sur l'économie. Vous rajoutez à cela, et je sais que je vais faire pleurer personne, mais c'est un fait pour les actionnaires, vous rajoutez un système bancaire aujourd'hui qui est soumis à des réglementations qui ont été de plus en plus contraignantes. Plus on nous demande de capital, ce qui est sans doute utile, mais moins on arrive à le rendre profitable pour des raisons évidentes. Si vous augmentez la base, c'est plus dur de faire accroître les revenus avec. Et donc, vous avez aujourd'hui des exigences de réglementaires qui non seulement sont beaucoup plus élevées, il faudrait tenir 10% pour tenir la ligne flottaison et c'est difficile. Et en plus, rentabilité, vous voulez dire? Oui, 10% de rentabilité. Et en plus, il n'y a pas de lisibilité. La finalisation de BAL 3 que Jazabel évoquait, pour l'instant, elle est planifiée de maintenant jusqu'à fin 2027. C'est bien, c'est mal, c'est un autre débat, mais ça donne de manque de lisibilité là-dessus. Et vous rajoutez des efforts peut-être utiles et nécessaires, mais qui quand même viennent prélever sur les systèmes, qui sont la constitution du FRU, le Fonds de résolution unique européen, qui prélève depuis 2 ans et encore pendant 3 ans 10% des résultats des banques. La France cotise, les banques françaises, 3 milliards d'euros par an sur les 9 pris en Europe sur ce système-là. Et là-dessus, vous rajoutez une fiscalité qui fait que de facto, j'aurais pu le placer à ce moment-là, et on en est fier, mais en même temps, ça montre comment dire, le niveau de fiscalité. Je pense qu'il y a peu de personnes qui nous regardent qui savent que la première entreprise en France, en termes de fiscalité, de cotisation, depuis des années, c'est le groupe Crédit Agricole. Je pense que d'autres banques, d'autres entreprises seraient citées. Mais en fait, nous sommes quand même dans des systèmes, enfin, dans des établissements qui sont prélevés de façon générale. Le ton. Vous parlez de prélèvements obligatoires en général. Je parle des impôts de façon générale, divers et variés, et plus tous les prélèvements sociaux. Mais tant mieux, quand vous avez de bons résultats, il faut beaucoup payer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour un investisseur action qui a le choix entre les Américaines, les Asiatiques, essentiellement, et puis les Européennes ou les Françaises, nous conjuguons aujourd'hui quelques pénalisations structurelles, plus une énorme interrogation sur la zone liée à la crise, et qui fait que nous, on est le miroir de toutes les interrogations qu'il y a là-dessus. Donc je pense que ces niveaux ne dureront pas, je suis optimiste là-dessus encore, mais par contre, nous vivons vraiment un très mauvais moment en termes de valorisation du système bancaire. Je peux vous dire, pour terminer, qu'on rencontre beaucoup d'analystes, investisseurs, qui disent mais on n'a aucun problème avec le Crédit Agricole. Par contre, on n'aime ni le système bancaire, ni la zone euro.
Voilà, c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Et je pense que c'est réversible. Je pense que quand les choses se stabiliseront, lorsqu'ils auront plus de lisibilité, on pourra remonter. Est-ce que c'est réversible si les taux d'intérêt restent aussi bas qu'actuellement? Oui, 2019, le taux d'intérêt est très, très bas. La rentabilité de Crédit Agricole SA, c'était 11,9%. Quand vous êtes une banque universelle, vous prenez la pénalisation de taux d'intérêt bas, mais vous avez d'autres types de business, vous avez des commissions, vous avez aussi, normalement, en temps normal, un risque qui est plus bas lorsque les taux sont plus bas. Donc les banques peuvent vivre avec des taux d'intérêt bas, moins bien, mais peuvent vivre. La question, à mon avis, c'est plutôt les interrogations sur les risques, d'ailleurs, que vous évoquiez tout à l'heure, et qui fait que pour l'instant, les bancaires, eh bien, on n'investit pas dessus. Oui, une observation, la crise sanitaire, le renforcement des réglementations et les taux bas, ça concerne aussi les banques américaines. Ça concerne autant, je dirais, les banques européennes que les banques américaines. Et la chose un peu bizarre qu'on observe actuellement, c'est que la valeur boursière des banques européennes baisse très fortement, celle des banques américaines semble moins compromise. Donc j'ai pas forcément la réponse, la réponse à ça ou le décryptage de ça. Mais en revanche, pour les banques européennes, peut-être que ça traduit une appréhension plus grande du marché comparée à celle du régulateur et une confiance plus grande dans la capacité une confiance moins grande plutôt du marché dans la capacité du secteur bancaire à affronter une crise. Et peut-être que c'est l'expression aussi d'un problème de rentabilité structurelle qu'on pourrait d'ailleurs relier à la question de la taille qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce que ces grands établissements bancaires européens sont des établissements véritablement viables? Est-ce qu'il faut pas revoir en profondeur le modèle d'activité de ces établissements? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faudrait supprimer tous les grands établissements et puis que ce serait merveilleux si le secteur bancaire fonctionnait avec une myriade de petites banques. Mais peut-être qu'on a besoin d'un écosystème bancaire un peu plus diversifié, de groupes un peu moins systémiques. Et pour cela, eh bien, il faudrait des règles qui agissent véritablement sur la systémicité des établissements, donc qui agissent sur la taille, qui agissent sur la complexité, qui agissent sur éventuellement l'internationalisation, ce que les règles actuelles ne font pas du tout. Juste une dernière, parce que si je peux, ça serait vraiment un crève-cœur que l'explication soit celle-là. Les Américaines ont toutes fait faillite il y a 10 ans, toutes les banques d'affaires, elles ont fait des dizaines de milliards de pertes. Il n'y a pas une seule banque française qui ait coûté €1 au contribuable. C'est le seul pays en Europe, l'OCDE l'atteste. Je mets de côté le franco-belge Dexia. Voilà. Pas une seule banque française n'a coûté €1 au contribuable et pas une seule grande banque française s'est retrouvée finalement en situation d'avoir perdu ses fonds propres. Toutes les Américaines l'ont fait. Et donc, il faut au moins ne pas avoir, la mémoire trop courte sur la vraie stabilité du système qui n'est pas très profitable. Mais pour le coup, je le dis vraiment par conviction, nous sommes beaucoup plus résilients que des Américaines qui savent optimiser, qui savent prendre des pertes énormes de temps en temps, et puis après, elles repartent à l'assaut des risques. Donc là, pour le coup, j'ai vraiment une vision totalement décalée de celle que vous expliquez. Peut-être terminer parce que voilà, on est en retard, mais une dernière question, non plus sur les banques, mais ceux qui les dirigent. L'autorité bancaire européenne a été secouée par un scandale. Adam Farkas, son directeur exécutif, est parti pour diriger le lobby des marchés financiers, c'est-à-dire le régulateur. Et on voit d'autres exemples comme ça de dirigeants de banques qui passent du régulateur à une banque et inversement, ce qu'on appelle les revolving doors. Alors, est-ce que ça, c'est pas un problème, un instrument de capture de régulateur? Parce que quand la régulation se fait par des banquiers qui vont retourner dans une banque ensuite, évidemment, ils ne vont pas avoir la même approche que un régulateur plus strict, comme on pourrait le penser. Philippe Brassac, vous qui n'êtes pas dans ce système-là, pas du tout, parce que vous n'avez pas fait d'aller-retour, loin de là. Il est un peu tard pour moi, pour en faire. Toujours été au Crédit Agricole. Qu'est-ce que ce questionnement vous inspire? Ça ne me gêne pas. Je comprends que vous puissiez mettre ça en exergue, parce qu'en théorie, ça pose un problème de conflit d'intérêts. Mais ça ne me gêne pas parce qu'il y a un autre aspect qu'il faut développer, c'est que c'est quand même pas mal que les gens soient des deux côtés de temps en temps. Parce que si vous régulez quelque chose que vous pratiquez jamais ou vice-versa,
Je trouve que l'échange, au fond, d'expérience là-dessus est à un profit. Ça serait dangereux si effectivement vous influencez les attitudes des uns ou des autres dans leur situation. Mais il y a une sécurité à cela, c'est que je l'ai vu, ce genre de phénomène. Dès que quelqu'un sort des autorités prudentielles, il vient par exemple dans le privé, je peux vous dire qu'il est remplacé par des gens qui sont encore plus durs, c'est-à-dire qui n'ont rien à faire que le prédécesseur soit passé de l'autre côté. Et donc ça, au moins, c'est un garde-fou vis-à-vis de ces phénomènes-là. Et au total, j'ai plutôt, comment dire, le sentiment que, de façon générale, les gens sont honnêtes, ils peuvent être tentés, mais ils sont honnêtes, et que du coup, cette question, au fond, d'être passé des deux côtés en termes d'expérience, je ne dis pas tous les 3 mois, ça donne plutôt de l'intelligence dans les systèmes. Voilà, donc je prends un peu de risque en disant cela parce qu'il est beaucoup plus facile d'exprimer que tout ceci doit être très étanche. Mais je trouve le fait qu'on ait vécu les mêmes expériences. Vous voyez, si j'avais été superviseur, peut-être que je verrais les choses un peu différemment aujourd'hui. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas grand risque à cela. Et donc je ne dis pas que je suis défendeur de cela, mais je ne trouve pas que ce soit un danger particulier. Isabelle ? Je suis pas d'accord. J'y vois un danger assez grand, et non pas parce que ça favoriserait des actions malhonnêtes, mais tout simplement parce que ça crée une perméabilité et une culture commune entre le régulateur, les banques centrales et le secteur bancaire et financier, alors qu'il devrait y avoir quand même, si vous voulez, des cultures un peu plus étanches. C'est-à-dire que à la tête d'une banque centrale ou à la tête d'une autorité de régulation, eh bien, on attend des personnes qui aient à cœur de conduire la régulation financière, qui aient pour objectif la stabilité du système financier et qui ne soient pas trop imprégnées justement des valeurs du secteur bancaire, et qui ne soient pas trop imprégnées de la nécessité de bien représenter les intérêts du secteur bancaire. Une éventuelle future embauche dans une banque pour les choses crûment. Exactement. Et depuis quelques années, ces allers-retours se sont installés entre la haute fonction publique et le secteur bancaire et financier. Alors ça, on l'a dit, c'est pas du tout le parcours de Philippe Brassac, et je pense que ça le distingue et que ça l'honore quelque part, et que ça devrait amener, si vous voulez, à peut-être à revoir les autres parcours des banquiers. Aujourd'hui, ça me semble très problématique qu'à la tête d'une banque centrale, on ait un ancien banquier, qu'à la tête d'une autorité de régulation, on ait des représentants, on ait des personnes qui ont fait une partie de leur carrière dans le secteur bancaire et financier, parce que voilà, cette culture fait que nécessairement, eh bien, il y aura une moindre incitation à approfondir la régulation financière. Il y a des travaux très intéressants qui le montrent, qui montrent que lorsque les banquiers centraux sont passés par le secteur bancaire et financier auparavant, eh bien, ils n'ont pas du tout la même attitude en matière de régulation financière, ils n'ont pas du tout la même incitation. Donc c'est un problème. Y voir simplement une question d'expertise, se dire c'est normal que les régulateurs recrutent des banquiers parce que ainsi ça permet d'avoir des experts du système financier, c'est ne pas trop s'interroger sur l'expertise dont on a besoin, soit pour conduire la politique monétaire, soit pour conduire la régulation financière. Tout ça doit être conduit dans l'intérêt général, dans l'intérêt des citoyens, et pas exclusivement dans l'intérêt du secteur bancaire. Or, quand il y a ces échanges permanents, eh bien, il y a une confusion qui s'installe entre intérêt général et puis intérêt du secteur bancaire. Et les garde-fous, malheureusement, ils sont assez peu nombreux. Tout le monde trouve ça normal, en fait. Tout le monde trouve ça très très bien, en effet, qu'il y ait ces échanges permanents. Les contestations, on l'a vu avec les dominations du gouvernement de la Banque de France. Oui, c'est vrai. On avait essayé d'attirer l'attention avec deux de mes collègues sur cette question-là, et on avait été suivis par pas mal d'économistes pour le coup, mais en l'occurrence les parlementaires, eux, ne l'avaient pas entendu de cette oreille et trouvaient ça tout à fait normal d'avoir un ancien banquier à la tête de la Banque de France. Un sujet qui va rester. Eh bien,